Bonjour. Samedi 2 juin, nous sommes ici pour ce premier débat des élections législatives 2002. 2 juin, sur ce premier plateau, dans l'ordre de numéro ici, M. Delpont, M. Garrigue, Mme Patry et M. Mortemousque. Tout à l'heure, à 4 heures, un deuxième débat réunira 4 autres candidats à cette même élection. Nous nous retrouverons donc tout à l'heure à 16 heures. Alors ici, pour ce premier débat, je voulais juste rappeler une chose, disons, pour le public plus en général, c'est que il s'agit d'élire évidemment un député. Le travail du député, si on s'en tient à la Constitution, consiste à voter la loi, consiste à contrôler l'action d'un gouvernement et consiste à évaluer les politiques publiques. C'est du moins ce que nous dit l'article de la... Donc vous êtes là pour représenter la nation. Si je dis ça, c'est parce que dans un reportage que Canal Pourpre a fait cette semaine, nous avons posé des questions en micro-trottoir aux gens du coin et on leur a demandé ce qu'ils attendaient du député. Si je m'en tiens aux 30 ou 40 réponses que nous avons eues, très franchement, ils n'attendent pas grand-chose. Alors, ce que nous aimerions, c'est qu'au cours de ce débat d'une heure et demie, vous leur donniez véritablement l'envie de dire « Eh bien oui, grâce à nous, il va se passer un certain nombre de choses. Voilà ce que nous aimerions véritablement faire. » Alors, au préalable, j'aimerais poser quatre petites questions. Je vais commencer par Monsieur Delpont. Monsieur Delpont, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à gauche le candidat de trop? Non, je suis candidat hors des partis, candidat de la société civile. Donc ma candidature est une façon de faire de la politique autrement, parce que je considérais que lors du premier tour des présidentielles, les électeurs avaient voté contre les appareils politiques. Quasiment à moitié de la population a voté contre, si on analyse bien le scrutin. Et c'est dans cette voie que je m'inscris. Très bien. Monsieur Garrigue. Donc pour revenir à votre profession de foi, les points sur les i. Donc trois i, oui. Il y avait indigné, innovant et indépendant. Donc on ne mettra pas intrus. Non, non, c'était indigné par rapport au dictat des partis parisiens qui dictent les consignes, parce qu'en fait, finalement, les partis ne sont pas tellement porteurs d'idées. Je m'aperçois que les professions de foi ou les prospectus des candidats investis par les partis sont des copier-coller des politiques des partis parisiens. Investi, parce que justement, c'est par opposition, je suis investi dans la vie professionnelle. Et justement, c'est une façon de dire que les politiques actuellement, politiciennes en fait, sont des professionnels politiques. Des gens qui travaillent comme moi depuis 40 ans n'ont pas pu accéder à la politique. Les jeunes sont interdits de politique parce qu'ils n'ont pas d'ouverture sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai pris un jeune de 26 ans comme suppléant, Guillaume Frey. Et le troisième UI, c'est pas intrus, c'est innovant. Par rapport pour apporter de nouvelles idées en politique. Je suis signataire du collectif Roosevelt 2012 dans cet esprit pour justement apporter de nouvelles idées à la France et donc en termes d'innovation. Très bien. Monsieur Garrigue, question simple. Si vous deviez être réélu à l'occasion de cette élection, est-ce que vous envisagez de siéger à l'Assemblée nationale à nouveau comme député non inscrit ? Écoutez, a priori, logiquement, je siégerai à nouveau comme député non inscrit. Moi, si vous voulez, je me base d'abord sur des convictions, sur des idées et des valeurs qui sont celles du gaullisme, que j'ai toujours défendues. Et à un certain moment, je rappelle, j'ai eu le sentiment de ne plus retrouver ces idées et ces valeurs dans le mouvement auquel j'appartenais, l'UMP, ce qui m'a amené à le quitter. Et je dis aujourd'hui, si vous voulez, j'ai aucune raison d'adhérer à une formation quelle qu'elle soit. Par contre, ce que je pense, et ce qui peut, j'espère, se produire un jour, parce qu'on vit dans un système de bipolarisation, à mon avis, je dirais un peu caricatural, où on a une droite qui court derrière l'extrême droite et une gauche qui est souvent prisonnière de l'extrême gauche. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une recomposition politique. Moi, ma ligne politique, c'est un peu celle de la nouvelle société Jacques Chaban-Delmas, Jacques Delors. J'espère qu'un
il y aura une recomposition politique autour de ces idées-là, et ça ne me paraît pas tout à fait impossible. Ça veut dire que vous êtes au moins 2 à cette table à ne pas vous reconnaître là actuellement dans les partis? Mais je crois que, enfin, les partis, non, je pense qu'il y a ce problème de bipolarisation, encore une fois. Je crois qu'à une certaine époque, il a permis de clarifier les choix politiques, et je pense qu'aujourd'hui, il a dérivé parce que la montée des extrêmes a fait que les grandes formations, je dirais, quelque part, se sont lancées à la poursuite des voies extrêmes, alors que le débat, à mon avis, je dirais, il devrait quand même les rapprocher davantage, parce qu'il y a des moments dans la vie nationale où il faut savoir se rassembler et s'unir face aux épreuves et face aux difficultés. Bien, Madame Patry, vous êtes dans une position aussi un petit peu délicate. Vous bénéficiez du soutien des radicaux de gauche. Est-ce que vous avez l'impression de bénéficier d'un soutien très vif de la part des radicaux de gauche pendant cette campagne? Oh, il est entier et total. Pour répondre à la question qui est posée depuis le début, avec Serge Fourcault qui a accepté, qui m'a fait l'honneur d'être mon suppléant, qui est, comme vous le savez, vice-président du Conseil général et président du pays du Grand Bergeracois, qui est un homme de terrain et de territoire, nous formons un ticket 100% Hollande. Nous sommes socialistes parce que le socialisme n'est pas une valeur déposée. Et nous avons appelé à voter Hollande au premier tour des élections présidentielles. Nous sommes d'ailleurs les seuls candidats à cette élection législative dans la 2e circonscription de la Dordogne qui ont appelé à voter Hollande au premier tour des élections présidentielles. Et ça aurait été quand même assez extravagant que les seuls candidats qui ont fait la campagne de Hollande au premier tour des présidentielles ne soient pas présents lors des élections législatives. Donc voilà, notre positionnement est simple, 2 candidats socialistes soutenus par le Parti radical de gauche qui siégeront, s'ils sont élus le 17 juin prochain, au sein du groupe socialiste radical à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans la majorité la plus rapprochée du président de la République, parce que nous, notre seul engagement et notre seul objectif, mais alors là il est 100%, c'est d'aider François Hollande à répondre aux attentes des Français. Disons un peu le sens de la question de Jean-Louis Bossavi, c'était en référence à des réticences très claires qui ont été marquées notamment, je pense, par le maire de Pomport ou Madame Régny, si je ne fais pas d'erreur, qui sont, bon, pour la vie politique locale et dans la circonscription, des gens qu'il faut entendre et qui ne sont pas du tout d'accord avec votre candidature. Je ne vous demande pas de commenter, là simplement c'était pour préciser le sens de la question de Jean-Louis. Merci Noël d'avoir précisé ce qui était trop imprécis. Monsieur Mortemousque, à une certaine époque, vous avez été, je pense, avec une orientation politique qui était peut-être plus à gauche qu'elle n'est maintenant. Est-ce que vous n'avez pas été embarrassé en tant qu'individu ou en tant que membre de l'UMP par l'orientation véritablement très droitière de M. Sarkozy pendant la campagne présidentielle? Non, je ne le pense pas. Vous savez, quand je suis né, j'ai été baptisé. Je m'excuse pas, je me suis jamais excusé d'avoir été baptisé, j'ai jamais renié. Je vis avec une femme qui est athée, c'est pas un problème. S'il y a 35 ans, M. Rocard est quelqu'un qui m'a pas déplu, il me déplaît toujours pas, il est âgé, mais je trouve que c'est quelqu'un qui avait du talent. Et d'ailleurs, M. Sarkozy lui a fait appel pour bâtir l'avenir. Donc je crois que quelque part, c'est une, comment dire, norme qui est apportée dans le pays, qui aura pu apporter davantage si M. Mitterrand lui avait donné davantage d'espace. Donc la position que j'ai à ce jour, elle est limpide, si vous voulez. Moi, il y a 14 ans que je suis élu conseiller général, je vote d'ailleurs au groupe de Dominique Bousquet, au conseiller général, j'ai des relations courtoises et tout à fait normalisées avec le président Cazot, mais je ne suis pas dans son groupe au niveau local. Et au niveau national, le phénomène est encore plus amplifié. J'ai été pendant 6 ans sénateur, j'étais au groupe UMP, je me suis senti très à l'aise. Et j'écoutais tout à l'heure mes collègues concurrents qui disaient finalement il faut que ce bipartisme fasse qu'on puisse travailler la main dans la main. Moi je travaille la main dans la main. Je vous garantis qu'au Sénat, je n'ai pas été gêné par rapport à ça. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans de ça, ou plus même 6 ans exactement, j'étais encore sénateur, une difficulté par rapport aux agriculteurs qui avaient besoin de ressemer leurs semences. Et je vous garantis qu'on a fait des ponts avec des gens qui étaient de gauche, on est en tant que parlementaire, pour se faire entendre, et on s'est fait entendre. Donc quelque part, dans la vie quotidienne, chaque fois
que la France est en péril, le travail des deux grandes familles politiques, notamment du PS et du MP, peut se faire ensemble. Donc moi, j'ai aucune gêne à cet égard. Je trouve que si je suis député, c'est clair que je siégerai sur les bancs sur lesquels j'avais appuyé, d'ailleurs, mon collègue qui maintenant a pris une direction différente, Garry, qui était celle du MP, avec un suppléant qui s'appelle Thierry Boidet et qui tombe très bien. M. Boidet est le premier vice-président de l'Union des maires, très fédératrice, puisque tous les maires adhèrent à cette maison, qui est conseiller général de son canton, qui est maire, qui est président de communauté commune, qui est un chef d'entreprise. Donc, quelque part, non, je me sens très très bien. Très bien. Bon, alors voilà, ce petit tour de table permettait vraiment un petit tour de chauffe. Donc, Noël, on passe au premier thème. Donc, le premier thème sur lequel on souhaiterait vous entendre, c'est celui, au fait, de la dette. Aussi surprenant que ça puisse paraître, nous n'avons pas eu l'impression que dans la campagne présidentielle, la dette qui, avant cette campagne, était l'objet de tous les commentaires, de tous les discours, avec les foudres qui allaient nous tomber dessus si on perdait le AAA, des visions apocalyptiques d'un pays en train de se ruiner. Tout d'un coup, ceci a disparu, on est parti sur un autre discours, mais si celui ou celle qui sera élu, inévitablement à l'Assemblée nationale, va se retrouver confronté à ce problème. Donc nous, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est par rapport à la dette, l'analyse que vous en faites. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a actuellement, maintenant, il y a deux conceptions très claires par rapport à la dette. Vous avez les gens qui considèrent que la dette, c'est le produit notamment de la spéculation financière, que les États ont aidé à sortir du bourbier, et d'un autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il y a une dette, et cette dette-là, elle serait illégitime, et puis il y a d'autres qui pensent qu'il y a une dette qui est légitime quand on investit dans l'hôpital, dans l'éducation, cherche, oui, on fait des dettes, mais cette dette, elle n'a rien de grave. On sait qu'aujourd'hui, la dette légitime, elle est toujours à rapport constant du PIB, donc ça n'a pas bougé, donc les problèmes, il faut aller les chercher ailleurs. La question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous croyez que ce problème de dette va se régler dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Bruxelles ou dans les sphères ministérielles, ou est-ce qu'il serait temps, enfin, comme le réclament des associations, et pas des noms des moindres, comme le syndicat CGT, syndicat Sud, Attaque, et j'en passe, est-ce qu'il ne serait pas utile que, pour que les gens y comprennent quelque chose, parce qu'il y a une réelle interrogation, est-ce qu'il ne serait pas utile de faire un audit de la citoyen de la dette publique? Qui veut la parole? Oui, écoutez, sur le problème de la dette, il se trouve que j'ai été rapporteur sur la dette publique pendant 6 ans à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Malheureusement, la dette d'un État, c'est un peu comme la dette d'un particulier. Vous pouvez accumuler de la dette jusqu'au moment où les gens commencent à s'inquiéter autour de vous et qu'il y a un problème de confiance qui se pose. Et moi, dès 2006-2007, j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que je voyais bien, et je consultais beaucoup d'experts, je voyais bien qu'on commençait à dépasser les limites de ce qui était acceptable. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation extraordinairement vulnérable. On est à la merci d'une hausse brutale des taux d'intérêt, d'un mouvement de spéculation, d'une crise dans un des pays voisins qui nous gagnerait par contagion. Donc il faut absolument donner le signal qu'on a la volonté de sortir de cette situation. Et la vraie question, c'est comment en sortir. Et je pense qu'il faut à la fois là-dessus des efforts au plan national, c'est à la fois des économies, mais aussi aujourd'hui des prélèvements, parce que quand on a un budget où on a 300 milliards en dépenses et 200 milliards en recettes, c'est un des points sur lequel je suis entré en désaccord très fort avec M. Sarkozy, c'est qu'il a détruit beaucoup de recettes fiscales et il ne s'est pas du tout préoccupé des conséquences financières de cette affaire. Et puis bien sûr, l'idéal, ça serait qu'on arrive à trouver de la croissance, parce que c'est beaucoup plus facile de faire reculer les déficits et la dette et de faire reculer le chômage quand on a de la croissance. Et c'est pour ça, moi, j'ai été très sensible depuis le début et j'ai appuyé ces positions, les propositions faites notamment par quelqu'un comme Jacques Delors, qui a posé la question du rôle que l'Europe pourrait jouer, à la fois en termes de soutien à la croissance, en termes de solidarité entre États européens. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur le problème de la régulation financière, parce que je crois que beaucoup, vous parlez de la spéculation, je crois que le vrai problème, c'est qu'on a fait sauter trop de verrous et trop de règles, et qu'il faut aujourd'hui, d'urgence, rétablir une régulation financière qui a malheureusement disparu.
Alors écoutez, la dette, c'est évidemment comme le budget des ménages. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Mais je dirais qu'il y a une mauvaise dette et une bonne dette. Alors la mauvaise dette, c'est tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits par le gouvernement Sarkozy aux plus riches. C'est un secret pour personne. Le bouclier fiscal, la réforme de l'impôt sur la grande fortune, les niches fiscales. C'est-à-dire que l'on s'est privé de recettes fiscales qui sont pourtant légitimes, puisque en matière fiscale, il est quand même normal que ceux qui bénéficient le plus de la richesse nationale contribuent le plus au financement des services de l'État, des services publics, des hôpitaux, des écoles, etc. Donc, première réforme à laquelle il va falloir procéder, et François Hollande va procéder à cette réforme, c'est une réforme fiscale pour se redonner des marges, pour remplir les caisses de l'État. Réforme fiscale qui sera une réforme sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des particuliers, pour le rendre plus transparent, pour le rendre plus progressif, et puis surtout pour le rendre plus juste, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui mettent la main au porte-monnaie, et pour faire contribuer, en effet, les plus riches. Mais aussi réforme de l'impôt sur les entreprises. Est-ce que vous trouvez normal que l'artisan plombier de votre commune, la petite entreprise de votre commune, le commerçant, l'exploitant agricole paye jusqu'à 33% d'impôts et par conséquent ne peut pas créer de l'emploi et par conséquent ne peut pas créer du pouvoir d'achat pour les consommateurs et par conséquent ne peut pas relancer la croissance? Bien non, ce n'est pas normal. Donc réformons la fiscalité des entreprises, faisons en sorte de donner de l'oxygène aux petites et moyennes entreprises de façon à ce qu'elles créent de l'emploi, de façon à ce qu'elles embauchent, de façon à ce qu'elles donnent du pouvoir d'achat. On aura de la croissance et ça sera une partie de la réponse. Et puis ce que j'appelais la bonne dette. La bonne dette, c'est tous les investissements. Et là, je dirais qu'il faut monter d'un échelon. Moi, je trouve totalement absurde que l'Union européenne ne puisse pas bénéficier de financements qui lui permettent de relancer la croissance, en effet, et d'investir, par exemple, dans une politique de grands travaux. Et vous savez, les besoins sont immenses à l'échelle européenne en matière de croissance verte, en matière d'infrastructures routières ou ferroviaires. Donc, une des réponses, c'est de favoriser les bons investissements et de permettre à l'Union européenne de disposer justement de ces financements, y compris par le biais de la Banque centrale européenne, voire d'emprunts européens, qui là sont de bons emprunts. Ce ne sont pas des emprunts toxiques, c'est une bonne dette parce que ça nous construit des routes, ça nous construit des trains et ça nous crée des emplois. J'ai cru voir M. Garrigue acquiescer à certains de vos propos, mais je ne lui redonne pas la parole maintenant, il pourra revenir après s'il veut dessus. Monsieur Mortemousque, cette réforme fiscale, ces investissements, cette redéfinition d'une politique européenne, est-ce que ça vous paraît utile ou est-ce qu'on continue comme dans les années précédentes? C'est non seulement utile, mais c'est même indispensable et je vous rejoins en partie sur le fait que le peuple, les gens qui ont été appelés à s'exprimer au niveau des précédentes élections, notamment présidentielles, je pense, manquaient d'éclairage. Vous avez tout à fait raison. Et on leur a évoqué le fait d'avoir un accord européen pour faire en sorte que l'on ait un objectif d'arrêter de dépenser plus que ce qu'on gagnait. Et je crois qu'on est tous d'avis conforme pour dire que c'est pas très glorieux sur une trentaine d'années d'avoir eu un dérapage de la sorte et qui aujourd'hui est extrêmement dangereux parce qu'il met en péril l'avenir. Donc il faut corriger ça. Alors pour le corriger, il y a plusieurs aspects. Le premier, ça vient d'être évoqué à l'instant, il faut bien distinguer les deux types de dettes. Il y a des dettes qui sont des investissements pour l'avenir, parce qu'en fait c'est exactement, il a été fait l'analogie avec un foyer, mais on peut le prendre surtout sur une entreprise. Bon, vous savez, je suis le monde de l'entreprise. Hein. Je représente les entreprises parce que toute ma vie, j'ai vécu les entreprises et c'est mon métier. Et donc, dans une entreprise, vous avez des dettes pour faire un investissement, c'est pas gênant. Mais si vous avez des dettes pour vivre, pour la consommation, là, ça commence à poser des problèmes. Et donc, là, la France, effectivement, a mis l'index sur ce type de dette-là. Il faut bien les trier, ce qui n'est pas toujours le cas pour le commun des mortels. Hein. La Chambre des comptes l'a fait, mais je crois qu'il y aurait de la vulgarisation à faire pour éclairer les Français là-dessus. Et ensuite, j'ai écouté Patrice Patry à l'instant qui évoquait dans le programme du président de la République, qui est aux affaires aujourd'hui, François Hollande, le fait de dire on va infléchir la fiscalité. Et là, moi j'appartiens aux gens qui disent vigilance. Vigilance, et vous posiez la question en tout début de notre entretien, de dire à quoi va servir un député. Et moi c'est clair que si je suis député, je serai très vigilant pour savoir la fiscalité sur qui on veut l'adosser. Parce qu'on nous a brandi un certain nombre de riches, voire très riches.
Je n'ai pas vu grand monde qui s'oppose à ce qu'on touche ces riches. La crainte que j'ai, c'est qu'ils ne soient pas toujours faciles à cerner, qu'ils soient un peu comme des anguilles et que facilement ils puissent se délocaliser. Mais par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas se délocaliser. C'est les PME, c'est les PMI, c'est les agriculteurs, c'est les artisans, c'est les commerçants. Et ces gens-là, il faut être prudent sur la façon dont on va chercher la fiscalité en tant que telle. Les niches fiscales, moi je voulais faire observer, je m'occupe d'un bureau d'aide sociale dans mon territoire, comme Mme Patry d'ailleurs, jusqu'à présent, elle avait cette fonction, à la mairie de Bergerac, elle l'a plus, mais je comprends qu'elle l'avait exercée. Et donc dans ces conditions, moi j'ai noté qu'en France, c'était 500 000 emplois qu'on avait créés avec le fait de donner une aide aux gens qui, à domicile, soignaient des personnes âgées qui étaient dans la peine. Cette niche-là, si on l'attaque, elle va poser de gros problèmes. Donc il va falloir trier le bon grain de livret dans les niches fiscales, celles qui peut-être peuvent être reprises en main, j'en conviens, celles sur lesquelles il serait urgent d'attendre, voire de ne pas les toucher. Donc je voulais préciser cette façon-là. Par rapport aux niches fiscales, vous êtes plafonnement de niche fiscale, non? Comme le souhaitent par exemple les socialistes. Non, non, moi c'est pas sur cet angle-là précisément, non. C'est plus sous l'angle de bien discerner celles qui ont une portée territoriale. Un autre exemple que je peux prendre, qui m'a touché de près et qui me touche, moi j'attire l'attention, c'est les droits de succession. C'est-à-dire l'exonération et droits de succession pour les entreprises. Moi ici, il y a M. Delpont, qui je présume doit quand même penser aux vignerons, puisque quelque part c'est dans le prolongement le métier qu'il fait, s'il n'y a pas de vigneron, il ne fera rien. Et bien le vigneron, il a quand même une activité assez forte au niveau de sa vigne, tout séché, et dans les droits de succession, si on remet des droits relativement élevés, je crains qu'il y ait des jeunes qui hésitent à prendre le métier. Donc là aussi, je dis prudence. Voilà, c'est tout. Monsieur Delpont, et puis on donnera ensuite la parole de manière plus directe. Monsieur Delpont. Oui, concernant la dette, je considère que pour la France comme pour l'Europe, c'est un échec du capitalisme financier. Les salariés et les petites entreprises ont été les victimes du capitalisme financier qui n'a profité que les profits ont été réservés aux actionnaires, aux rentiers. Et c'est là qu'il faut changer de logiciel. Et c'est pour ça que j'ai choisi le comité et le collectif Roosevelt 2012 pour une nouvelle donne économique, pour véritablement réorganiser le système des banques, pour boycotter les paradis fiscaux, pour créer un impôt européen qui n'existe pas, et lutter contre les délocalisations, et au lieu d'un bouclier fiscal, un bouclier social. Donc il faut complètement changer de politique, et c'est le capitalisme financier qui a tué le système européen. Et je prends pour exemple Pierre Larouturou, qui est intervenu hier soir d'ailleurs sur Arte à 20h, qui est un partisan, avec Michel Rocard, que tu as cité tout à l'heure Dominique, de cette politique. Et je voudrais rajouter que le gouvernement qui a été nommé pour ce qui est de François Hollande, contrairement à Béatrice Patry, moi j'ai voté aux primaires pour François Hollande et j'ai voté aux 2 tours également pour François Hollande, qui est le président de la République et le président de tous les Français. Et je fais confiance d'ailleurs à Arnaud Montebourg également pour le redressement productif, qui a été nommé à ce poste et qui intervient sur plusieurs ministères à Bercy, y compris sur l'agriculture. Et dans l'histoire de droit de succession, je suis d'accord sur ce principe qu'il faudra revoir le système, parce qu'en fait l'agriculture et la viticulture est actuellement trop misérable. Quand on a des retraites de 650-700 euros, ce n'est pas viable. Mon frère est agriculteur, j'en sais quelque chose, je suis fils d'agriculteur, et je pense qu'il faut revoir là aussi la copie. Non, moi je peux pas. Je veux dire, sur cette affaire des déficits, c'est quand même une affaire grave. On a à côté de nous des pays qui sont, sans aller jusqu'à l'exemple de la Grèce, on a la situation de l'Espagne. Je veux dire, on est, je le répète, dans une situation où les choses peuvent malheureusement évoluer très dangereusement et très rapidement. Et je pense que là-dessus, il est vraiment indispensable qu'on renverse la vapeur. Alors moi je dis, j'ai écrit dès septembre 2009 un article d'ailleurs qui est paru dans Libération pour tirer la sonnette d'alarme justement sur ce problème de la destruction des ressources fiscales et de la nécessité de retrouver des ressources pour le budget de l'État. On ne peut pas avoir un déficit de 100 milliards d'euros chaque année qui s'accumule année après année. Il y a un moment, il faut changer d'attitude là-dessus. Ce qu'il faut, c'est dans un esprit de justice fiscale, c'est-à-dire qu'on demande plus, effectivement, à ceux qui ont le moyen d'apporter plus. Mais je dis, c'est vital. Si on ne le fait pas, on court un danger mortel. Et je dirais, la seule chose qui peut nous aider dans cet effort, c'est effectivement qu'au niveau de l'Europe, il y ait une initiative commune qui permette de retrouver de la croissance. Parce qu'effectivement, avec de la croissance, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et sur l'emploi, parce qu'on oublie l'emploi, c'est quand même aussi notre réalité essentielle. Pour l'emploi, dès qu'il y a de la croissance, ça change complètement la donne aussi.
Oui, moi je ne veux pas polémiquer inutilement. D'ailleurs, j'entends des petites phrases, des piques, etc. Je crois que les sujets qu'on aborde, chers collègues, autour de cette table, sont suffisamment graves pour que nous ne polémiquions pas inutilement. Et je crois que les Bergeracois qui nous regardent attendent de nous une certaine forme de dignité face aux difficultés qu'ils rencontrent. Mais quand même, et ça c'est un véritable sujet politique, quand j'entends Dominique Mortemousque défendre le bilan du gouvernement précédent en parlant des niches fiscales et des plus petits et des plus humbles, mais je crois rêver, je crois rêver. Le gouvernement précédent a mis en place 40 taxes nouvelles, dont une taxe sur les mutuelles. Et vous savez que les taxes, c'est la fiscalité la plus inégalitaire possible. C'est la fiscalité indirecte. C'est toutes ces questions de TVA. Vous savez que le gouvernement UMP sortant s'apprêtait à augmenter de 2 points le taux de TVA. Évidemment, le gouvernement de François Hollande ne procédera pas à cette augmentation de la TVA. Donc une fiscalité parfaitement injuste. Et moi, j'insiste sur cette taxe sur les mutuelles, parce que l'une des questions essentielles au jour d'aujourd'hui, c'est le droit à la santé, c'est la possibilité de se soigner. Et par les mesures qui ont été prises en effet par le gouvernement sortant, eh bien beaucoup de gens n'ont plus les moyens de se soigner, parce que les médicaments sont déremboursés, parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, et parce qu'il y a cette fameuse taxe sur les mutuelles. Alors voilà, on va remettre les choses à plat. François Hollande s'est engagé sur la mise en place d'une réforme de la fiscalité, et c'est la première réforme, c'est la mère des réformes, parce que avant d'avoir procédé à cette réforme, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas relancer la croissance, on ne pourra pas créer de l'emploi, on ne pourra pas donner du pouvoir d'achat. Monsieur Mortemousque, vous souhaitez reprendre un point? Simplement, déjà sur la forme, j'entends Béatrice Patry dire des propos extrêmement sages, on n'est pas là pour polémiquer. Et en même temps, dire, quand j'entends Dominique Mortemousque défendre le bilan de l'UMP, je crois rêver. C'est pas de la polémique, c'est de la politique. Ma chère, avec tout le respect, je ne vous ai pas interrompu, donc je souhaite que vous laissiez parler quelques instants. Est-ce que vous attendiez qu'à cette table, je ne défende pas le bilan de l'UMP? Sincèrement, non mais il faut quand même partir sur des bases qui soient à peu près saines pour qu'on puisse discuter. Donc mon rôle est là. Vous dire que tout ce qui a été fait est parfait, je ne vais pas le dire, jamais pensé. Mais je considère, oui, qu'il y a des choses qui ont été faites qui étaient très bien. Et vous brandissez l'affaire sociale. L'affaire sociale, on sait tous qu'en France, elle nous concerne d'un degré très fort. Et ce n'est pas même le député sortant, Daniel Garry, qui nous contredira. On espérait bien pouvoir avancer sur ce qu'on appelle le 5e risque, c'est-à-dire faire en sorte qu'on mutualise au niveau national tout un mécanisme de solidarité sociale, parce que quelque part, dans un département comme la Dordogne, très concerné et très attachant et très agréable, parce que le nombre de gens qu'on rencontre qui disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien en Périgord, on n'a pas envie de quitter si on veut que ça puisse marcher, on a besoin de la nationale. » Et je le rejoins là-dessus. Bon, on espérait que ça ait été fait, ça n'a pas été fait, espérons que ça sera fait avec le gouvernement de M. Hollande. Mais après, il y a un point sur lequel je vais être extrêmement précis aussi, c'est le coût du travail. Ça a été mis en relief par rapport à notamment une activité dans laquelle j'ai eu l'essentiel de mon temps passé, qui était celle de l'agriculture. Le coût du travail est relativement élevé au niveau des charges, puisque, comme l'a dit très justement Bruno Le Maire, et même Christian Estrosi l'a repris, qui a été ministre de l'Industrie, nous sommes depuis après-guerre dans un système où un prélèvement relativement important est fait sur le coût du travail pour notre système social, qui fait que ça dépasse de plus de double ce que touche un salarié. Vous prenez aujourd'hui le temps qu'il fait, nous sommes ici pas si mal que ça, parce que je vous invite à aller passer une journée à ramasser des fraises, aujourd'hui là, sur les coteaux de verre ou ailleurs. Vous verrez que le soir, que le salaire que vous ramenez, vous estimerez qu'il sera bien modeste. Donc moi je suis pour faire remonter ce salaire, mais je suis pour baisser le niveau des charges. Si on baisse les charges, comme a dit tout à l'heure très justement Daniel Garry, il faut introdire l'argent quelque part. Et le principe de la TVA sociale n'a pas que des vertus, mais il a quand même l'avantage de faire en sorte de trouver, d'amorcer un système de financement dans lequel on n'y est pas encore arrivé. Il va falloir qu'on discute sur le plan européen. J'appartiens aux gens qui pensent que par rapport aux produits qu'on importe, il y aurait plus de taxes, ça ne ferait pas de mal. Bien. Monsieur Delpont, sur cette question, rien de je me suis exprimé sur ce qui a été dit. Parce que la TVA, si on parle de TVA sociale... Parce que là, nous étions partis, nous, sur les questions de la dette. Oui. Sur la dette, voilà. C'est ma voisine qui est dérivée. Moi, oui, mais voilà, donc vous l'avez suivi allègrement. J'ai essayé de la redresser, mais je ne sais pas si je vais y arriver. J'en doute. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, alors on va attaquer le deuxième thème, pour ne pas être trop en retard, qui a d'ailleurs été vaguement abordé tout à l'heure, qui est le thème de la santé. Et alors, la santé ici, nous avons travaillé à Canal Pourpre, notamment sur le problème de la désertification rurale, avec un gros débat à l'EHPAD d'Aigmé,
Et on a découvert, non, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un problème très très sérieux, qui n'est pas propre d'ailleurs malheureusement à la Dordogne, mais une désertification rurale qui nous guette vraiment. Et là, il y a un problème quand même très grave. Et donc j'aimerais avoir vos réactions par rapport à ça, quel type de mesures éventuellement prendre, puisque c'est à vous de voter la loi. Et d'autre part, une autre question qui porte, elle, sur le droit à mourir dans la dignité. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi Leonetti? Voilà deux sujets sur lesquels j'aurais aimé avoir votre... Alors, on peut commencer, Monsieur Delpont? Je vais ouvrir sur la santé, parce que justement, si j'ai pris un suppléant de 26 ans qui s'appelle Guillaume Frey, c'est parce que justement, il avait fait des études de médecine et il n'a pas pu avoir le concours à cause du numerus clausus. C'est de l'absurdité. On manque de docteurs en France, on manque de docteurs à Bergerac, et on n'ouvre pas les vannes de diplômés à l'université. Il s'avère que s'il a changé le cap parce qu'il veut faire maintenant Sciences Po, parce qu'il n'a pas pu faire médecine, il m'a rejoint pour faire cette campagne. Mais l'absurdité du système, c'est qu'on va faire venir des médecins de l'étranger, puisqu'on en manque, et à Bergerac, on est dans un désert de santé. Donc c'est déjà pour ouvrir un peu le débat sur ce sujet. Je laisse la parole à mes collègues. Bah écoutez, moi je crois que sur le problème de la santé, c'est effectivement aujourd'hui un des problèmes les plus graves. Et surtout, quand on est sur des territoires comme le nôtre, il y a d'abord le problème, effectivement, de la désertification médicale. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis intervenu à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale, parce que je vois bien, sur beaucoup de cantons, le nombre de médecins a considérablement diminué ces dernières années. Et même à Bergerac, on a la moitié des généralistes qui ont plus de 60 ans et qui risquent de partir qui vont sans doute partir dans les prochaines années sans être remplacés. Alors, on nous dit... La réponse qu'on nous fait, c'est des mesures d'incitation. Moi, je vois bien ce qui se fait, des communes qui essaient de proposer des locaux, des maisons de santé rurales, ce qui correspond à la nouvelle façon de travailler des médecins. Mais moi, je dis, dans bien des cas, malheureusement, ça ne suffit pas à faire venir les médecins. Et la question du numerus clausus, ça n'est qu'un aspect des choses. On a d'ailleurs relevé ces dernières années le numerus clausus. La vérité, c'est qu'il faut changer la règle du jeu et qu'il faut réguler l'installation des médecins sur le territoire. Alors moi, je veux bien qu'on fasse dans une certaine concertation, mais ce que je pense surtout, c'est qu'on n'échappera pas en ce domaine à une certaine contrainte, parce que sinon, on ne résoudra pas ce problème-là. Et je dis, il y a urgence de le faire. J'ai fait des propositions, j'ai déposé des amendements en ce sens à l'Assemblée nationale. Ce que je regrette trop souvent, c'est que les formations politiques qui ont peur des médecins n'ont pas le courage d'aborder de front ce problème. Bon, et sur le problème de la fin de vie, on y viendra tout à l'heure. Mais je voudrais rajouter un mot. Un enjeu très fort aussi, c'est l'hôpital. Je me suis battu et j'ai obtenu que le service de réanimation, avec le concours du directeur et du président de la CME, soit maintenu à l'hôpital de Bergerac. Je fais observer que nous sommes encore le seul hôpital où nous n'ayons pas de soins de suite et qu'il va falloir continuer cette bataille. Madame Patrice, sur la planification ou la régulation? Écoutez, c'est une question essentielle. Étant élu à Bergerac, mais habitant dans le canton de Beaumont, comme Dominique Mortemousse, que nous sommes dans ce canton rural confrontés de plein fouet à ce qu'on appelle les déserts médicaux. Nous avons une population qui est quand même vieillissante et nous nous en félicitons, qui reste le plus longtemps habitée chez elle, mais qui s'angoisse à l'idée que si elle appelle un médecin la nuit, le dimanche, il n'y aura personne au bout du fil, que le premier service d'urgence est à plus d'une demi-heure des habitations des gens. Alors moi, je fais une proposition dans mon projet de campagne qui est très simple. Vous savez, on a maillé le territoire sous la Troisième République avec des instituteurs, qui étaient les hussards noirs de la République, et dont je salue d'ailleurs à cette occasion, et qui étaient formés à l'école normale. Et quand ils sortaient de l'école normale, on leur avait payé leurs études, ils devaient 10 ans à la République. Moi-même, j'ai fait mes études à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. On m'a rémunéré mes 2 dernières années d'études. J'ai signé un contrat de 10 ans. Eh bien, faisons la même chose. Il y a un certain nombre d'étudiants en médecine qui ont des difficultés, et Michel Delpont le soulignait qu'il avait pris un jeune étudiant, qui ont des difficultés pour payer leurs études. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont boursiers, mais pas tous, parce que vous savez, les plafonds des bourses sont tellement bas que vous avez des parents qui ont des revenus modestes mais qui travaillent, hop, vous n'avez pas le droit à une bourse. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez au McDo, vous allez ramasser les fraises ou vous faites les vendanges, mais quand vous préparez l'internat, vous savez, vous n'avez pas tellement le temps de faire ça.
ça. Il faut vous investir totalement dans vos études. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un emprunt bancaire, les prêts étudiants. Ça, c'est une vraie difficulté pour le financement des étudiants. Et ben, les prêts étudiants, il faut que vous les payiez quand vous entrez dans la vie active. Alors, vous êtes jeune médecin, vous devez acheter des parts de cabinet, vous devez vous endetter pour vous équiper, vous vous mariez, et hop, vous payez un prêt bancaire. Alors, moi, ce que je propose, c'est très simple. C'est un dispositif législatif, bien sûr, qui sera concerté avec l'ordre des médecins et avec les professions médicales, qui dit, eh bien, vous êtes étudiant en médecine, vous avez des difficultés pour financer vos études, eh bien, on va vous aider, on va financer tout ou partie de vos études, mais en contrepartie, vous vous installerez pendant 10 ans dans une commune ou un canton rural. Et vous verrez bien qu'au bout de 10 ans, eh bien, ces jeunes médecins, ils seront très heureux dans nos communes rurales, comme nous sommes très heureux d'y vivre aussi. Monsieur Mortemousque, je vois dans votre programme, vous dites faire le maximum, donc pour faciliter l'installation de nouveaux médecins, généralistes, mais aussi spécialistes professionnels de santé. Donc, incitation, régulation. Bah, écoutez, j'ai écouté à l'instant Béatrice Patry, là, sur doctrine, là. Oui, enfin, quelque part, ça a le mérite d'avoir une explication. On a fait l'analogie avec les enseignants. Je précise que les enseignants sont payés toute leur vie par l'État. On n'est pas dans le même registre. On est devant une profession extrêmement libérale. Alors, Daniel Garrigue disait les politiques les craignent un peu parce que c'est une espèce de lobbying. Je ne sais pas. Moi, ce que je crois, qu'on peut aller au coercitif, mais est-ce qu'on a été au bout de tout ce qui était l'attractif? Et je ne suis pas sûr. Les maisons de santé permettent déjà de changer les choses. Ce que je crois qu'effectivement le fait d'avoir laissé rentrer plus d'étudiants au niveau du corps médical fait mécaniquement, d'ici 2-3 ans, une sortie beaucoup plus importante de médecins. Donc déjà, c'est un apport sur le territoire qui sera supérieur. Ensuite, le gouvernement précédent, que je défends, Mme Patry, a bien amplifié la fiscalité qui permet de donner un intérêt évident. La preuve, c'est que j'ai vu des médecins, moi, ici pas très loin, vouloir se délocaliser uniquement pour la fiscalité. Qui habitaient pas trop loin, ils disent, mais on va venir chez vous parce que vous êtes en zone rénovation rurale, ZRR, et on a droit à une fiscalité très intéressante. Donc ça veut dire que c'est quand même un levier. Et je crois aussi, je les ai réunis moi, il y a quelques jours, ça fait partie de mon travail en tant que conseiller général du maire de Beaumont-du-Périgord, le corps médical, et ce qui me frappe un peu, c'est qu'il y a les clichés encore au niveau du médecin de campagne, comme on l'a eu d'ailleurs nous dans le monde agricole, de dire la jeune femme elle ne va pas se marier avec un agriculteur parce qu'à l'époque c'était la cohabitation, c'était sur des vaches du 1er janvier au 31 décembre, c'est un jour de vacances, etc. Tout ça c'est révolu, ça n'existe plus. Et si vous restez au cliché, eh bien, le médecin, on a encore ça. Moi, je me rappelle des médecins qui sont encore en vie, mais qui sont à la retraite maintenant, qui avaient des vies qui étaient des vies, je veux dire, sacerdoce complet. Ils travaillaient pratiquement jour et nuit, leur épouse, c'était elle qui faisait le relais au téléphone. Et quand vous avez cette image eh bien, des femmes qui veulent accompagner un médecin, ou le médecin, une femme, son compagnon, ils hésitent à venir. Et je crois que dans la vie de la société, tout l'aspect associatif, tout l'aspect culturel et autres, il faut démontrer que dans nos profondes campagnes, les choses fonctionnent bien. Moi, quand je suis à Beaumont-du-Périgord, aller au cinéma au Buisson du Cadouin, où il y a des films très récents qui passent régulièrement toutes les semaines, c'est un quart d'heure de voiture, 20 minutes. Quand vous êtes à Bergerac ou à Paris, souvent, pour aller dans le cinéma, vous avez plus de chemin à faire et dans des conditions plus pénibles. Donc, je crois que si on explique tout ce genre de choses, on risque de ramener de l'intérêt. Et je n'ai jamais cru que les meilleurs avocats pour défendre quelque chose, c'est ceux qui le pratiquent. Et je l'ai dit l'autre jour à mes amis médecins, j'ai dit, essayez quand même d'expliquer que vous ne fonctionnez pas comme avant. Essayez d'expliquer que vous êtes capable de quitter, de travailler 4 jours par semaine, 3 jours de repos. Et tout ça, si on le vulgarise, vous verrez à mon avis qu'on va changer le cours des choses. C'est pour ça qu'avant de passer à la mesure qu'évoquait Béatrice Patry, je crois qu'on n'est pas au bout des mesures qui permettront de corriger cette affaire, sur lequel on est tous d'accord. Il y a urgence parce que les gens âgés, et puis c'est normal, sont de plus en plus inquiets d'avoir un service médical 24 heures sur 24, jour et nuit, 7 jours sur 7. Bien, M. Mortemousque, effectivement, vous avez une vision très idyllique. Bon, mais alors, je l'ai fait dans l'agriculture et ça a marché. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est sur le plan agricole, monsieur, que quelque part je l'ai fait et que ça a marché puisque je suis le premier canton agricole de Dordogne. C'est probable. Ah, mais c'est plus que probable. Je voulais simplement dire que vous en prenez beaucoup, Béatrice Patry, mais il y a 2 autres personnes ici à table, vous pouvez aussi le faire. Donc on va inverser un petit peu l'ordre, donc on va vous redonner la parole sur l'affaire Leonetti. Peut-être que vous serez d'accord avec Mme Patry là-dessus, et M. Gary, vous aurez la parole. Pour le fond, ça me gêne pas. Monsieur... Tout d'abord, je présente Monsieur Mortemousque. mes excuses
si vous pensez que quelque part chacun... Ah non, mais je pense rien du tout. Je ne me permettrai pas d'agresser. Non, mais le fait qu'elle soit derrière vous, donc maintenant c'est elle qui va être derrière vous, qui pourra éventuellement vous reprendre. Elle me connaît, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Morton. Sur la fin de vie, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. On y a travaillé. Moi, j'ai travaillé en tant que... Non, le bulletin, je ne sais pas, à l'Assemblée, il n'existe pas. Ah, si. Il faut voter. Ah non. Non, je ne sais pas, il n'existe pas. Ah si, ça existe. Non. Ah, je vous arrête tout de suite. Non, je ne sais pas, n'existe pas. Si. Vous avez la possibilité de dire on geste les choses à l'État. Non, c'est pas non plus. Ah si. Oui, non, abstention, on n'est pas présent. Voilà. Oui, non mais notre groupe peut considérer que les choses sont l'État et que pour l'instant il ne faut pas les bouger. Notre groupe peut considérer qu'il faut les faire évoluer. Et notre groupe peut considérer qu'il faut les autres sens. Quelle est votre position? Mais on a fait un certain nombre d'évolutions en la matière. Il nous est fait observer que d'autres pays sont allés un peu plus loin. Et sincèrement, moi, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas convaincu qu'il soit urgent de bouger le curseur tenu. Donc c'est clair, donc vous souhaitez ne pas la modifier? Momentanément, oui. Voilà. Madame Catherine. Moi, je voudrais vous dire deux choses. Première chose, je crois qu'il faut développer les services de soins palliatifs et l'accès aux soins palliatifs pour tous. Moi, j'ai eu l'occasion, dans ma famille, encore récemment, d'avoir mon beau-père qui a vécu la fin de sa vie dans un service de soins palliatifs dans un hôpital public et franchement il a bénéficié des soins les meilleurs avec des personnels excellemment formés et d'une dimension humaine exceptionnelle. Mais à côté de cela, moi je pense qu'il faut faire évoluer la loi Leonetti. Il faut en effet faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse décider par philosophie personnelle de choisir comment on va et à quel moment on va terminer sa vie. Alors vous savez, il y a un phénomène, moi qui étais députée européenne et qui ai beaucoup fréquenté la Belgique et Bruxelles, il y a un phénomène qui se développe et dont les Belges se plaignent évidemment beaucoup à juste titre, c'est le tourisme funéraire. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont atteintes de maladies incurables et qui souhaitent mourir dans la dignité et qui, dans l'état actuel de la législation française, eh bien, ne le peuvent pas. Eh bien, de la même façon que les femmes auparavant allaient avorter à l'étranger, eh bien, maintenant, il y a des gens qui vont finir leur vie en Belgique ou ailleurs, dans des pays où les systèmes le permettent. Évidemment, ces gens-là, eh bien, c'est les gens qui ont les moyens. Parce que c'est une procédure longue et c'est très bien qu'elle soit longue. Parce que c'est une procédure complexe et c'est très bien qu'elle soit complexe. Donc c'est un système qui est extrêmement bien, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est un système qui est à la fois protecteur de la responsabilité et je dirais de la vocation même des médecins et extrêmement protecteur de la dignité de la personne humaine parce qu'il nécessite une procédure qui est difficile, c'est un vrai parcours, mais c'est un parcours qui peut être choisi par philosophie, par détermination personnelle. Et je crois qu'au XXIe siècle, un pays comme la France se doit de le faire. Avant de donner la parole à M. Gary, M. Delpont, sur la désertification, vous n'avez pas... Oui, je voulais dire un mot, effectivement, par rapport aux médecins qui sont formés par l'État en tant qu'étudiants. Les études sont payées par l'État et on a des enseignants. Et on peut aussi considérer que dans leur métier, les médecins sont aussi payés par l'État, par la sécurité sociale. En fait, ils sont cofinancés autant pour les études que pour l'exercice de leurs fonctions par l'État. Donc on a le droit de planifier la médecine en France, on a le droit d'organiser justement la santé en France, et je crois qu'à ce niveau, il faudra mettre des commissions en place pour étudier le sujet et revoir la copie du système de santé français. Monsieur Garrigue, la loi Leonetti, rapidement, oui, est-ce qu'elle doit bouger ou est-ce qu'on la laisse en l'état? Je voudrais simplement dire une chose. Moi, je me bats vraiment sur cette affaire de régulation de l'installation des médecins. Je voudrais dire que ce qui me gêne un peu dans la solution de Béatrice Patry, c'est que si je comprends bien ce qu'elle dit, ce sont essentiellement les étudiants modestes qui auraient l'obligation d'aller sur les territoires où il y a une désertification médicale. Moi, je considère que cette obligation, elle doit être la même pour tous. Et puis, sur la loi Leonetti, si vous voulez, moi, effectivement, soins palliatifs, je crois qu'il y a des efforts considérables à faire, et notamment sur notre territoire, parce qu'on est encore loin d'avoir les dispositifs nécessaires. Sur la loi Leonetti, moi je suis beaucoup plus prudent. Je pense que la loi Leonetti a été une avancée importante, qu'il faut compter beaucoup sur la relation entre le patient et le médecin. Et bon, il y a des cas extrêmes. Alors effectivement, il faudra un jour, il faut réfléchir à la manière dont on peut apporter des réponses.
mais moi je ne suis pas favorable dans l'immédiat à ce qu'on remette en cause la loi Leonetti. Oui, donc c'était le sens du vote négatif que vous avez mis à l'Assemblée nationale devant la proposition de loi qui d'ailleurs recouvrait Henriette Martinez, si je me souviens bien, qui est une députée UMP et qui était défendue par M. Fabius. D'accord, parfait. Très bien. Bon, allez, nous allons attaquer notre troisième thème. Ah, M. Delpont, oui, pardon. Sur le sujet Leonetti, oui. Là aussi, je crois qu'il faut être très prudent. Je dirais par boutade, quand on a vu le film Intouchable, on peut se poser des questions. Et il y a toujours l'espoir en fin de vie. Et là-dessus, je pense qu'il faut encore travailler le sujet. Il y a déjà eu une avancée avec la Leonetti et je pense qu'il faut maintenant faire, on va dire, un tour de table sérieux sur le sujet avant d'aller plus loin. Bien, nous abordons notre troisième thème qui est beaucoup plus général, beaucoup plus global et qui porte en fait sur l'économie. Quand on connaît les très graves problèmes que traverse le Bergeracois, parce que bon, même si vous êtes député, on dit député de la Dordogne, en réalité vous êtes député par la Dordogne, au sein de l'Assemblée nationale, donc ce qui nous intéresse, ce sont les lois nationales que vous allez devoir prendre en compte. Sauf que vous êtes évidemment obligé de tenir compte des réalités que vous vivez sur le terrain et que, bon. Donc il y a de graves problèmes dans le Bergeracois, extrêmement sérieux. Est-ce qu'il vous semble, est-ce que vous avez dans la panoplie des idées de votre réflexion, des idées de lois qui pourraient permettre de remédier à un certain nombre de problèmes? Il ne s'agit pas ici d'avoir votre réaction sur tel ou tel problème particulier, mais qu'est-ce qui pourrait véritablement aider, mettre en route, je ne dirais pas trouver des solutions, parce qu'on ne va pas les avoir comme ça en l'espace de quelques mois ou de quelques années, mais qu'est-ce qui nous permettrait d'aller un petit peu sur la bonne voie face à une situation qui visiblement n'est pas bonne et vraisemblablement ne va pas s'arranger. Monsieur Delpont. Oui, donc déjà, on peut faire un bilan catastrophique de la région de Bergerac. La circonscription est en friche. Depuis 20 ans, rien n'a été fait. On a perdu 2000 emplois. Et il n'y a jamais eu de compensation de l'État, alors qu'on avait 3 entreprises d'État à Bergerac, CEITA, si on remonte un peu plus loin, SNPE et maintenant l'ESCAT. Véritablement, au niveau politique, on a été des incapables, on n'a pas su obtenir des compensations pour avoir des autres industries, pour avoir des compensations sur par exemple sur les biotechnologies, sur les énergies alternatives. Rien n'est venu. Et le peu de choses qu'on a montées est en train de péricliter. Je pense aux filiales de la poudrerie dont on parle dernièrement. Je pense encore à même les entreprises de la vallée de la Linde, comme Polyray, qui a été pressuré par les actionnaires américains pour laisser l'entreprise maintenant à un autre repreneur qui se retrouve exsangue. On parle maintenant de l'Astrom qui est en chômage technique ou qui a mis les salariés en vacances. Donc on se retrouve dans une situation industrielle catastrophique à Bergerac. Et effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le fait qu'il y ait un ministère de collectif va peut-être permettre de réfléchir au sujet et de nous renvoyer l'ascenseur quelque part à Bergerac en priorité. Il y a des villes en France qui ont bénéficié de compensation. Borloo l'a eu dans sa région par exemple, M. Hérault aussi est sur la région de Nantes. Il y a des friches industrielles qui existaient, qui ont été remplacées par de culturels, par des industries, par différents sujets. Et nous à Bergerac, on n'a rien eu et on doit demander aujourd'hui ces compensations. Monsieur Garrigue. Moi je suis pas en accord avec ce... J'imagine. Non, mais parce que je entends des responsables socio-professionnels... Vous faites faire 2 mandats et on n'a rien eu. Ouais, attendez, entendre des responsables socio-professionnels tenir un discours aussi catastrophique sur un territoire comme le nôtre, je pense que c'est un discours irresponsable. Il est catastrophique. C'est un discours irresponsable. Parce que effectivement... On a 2000 emplois. Effectivement, on a eu les problèmes de la poudrerie. Je voudrais rappeler qu'effectivement, on était monté très haut avec la guerre Irak-Iran. Un jour, la guerre Irak-Iran s'est arrêtée. Le problème de l'ESCAT, j'ai obtenu qu'on aille jusqu'en 2014. Et je dis, l'intérêt aussi de ce que j'ai obtenu, c'est que s'il y a peut-être une chance de réexaminer le dossier aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera fait, mais je souhaite que ça soit fait, c'est que précisément parce qu'on est allé jusqu'à 2014. Bon. Mais ce que je voudrais dire
dire quand même, c'est que sur ce territoire, on l'oublie un peu trop vite, il y a de très nombreuses PME ou petites entreprises qui sont sur des créneaux porteurs, qui ont un potentiel de développement. Et la vérité pour des responsables socio-économiques, c'est d'aider ces entreprises à réaliser leurs projets. C'est pour ça que je me suis battu sur le plan de revitalisation de l'ESCAT. Je regrette moi aussi qu'il n'y ait pas plus d'argent, mais malheureusement c'est comme ça sur tout le territoire. Bon, je me suis battu pour qu'il y ait un volet PME. J'ai été soutenu parce que la région allait dans la même direction que moi sur ce dossier. Sur les enjeux agricoles, je pense aussi qu'on a un potentiel véritable, et vous le savez comme moi. Et ce que je regrette là aussi, c'est que du côté de l'État, le resserrement des services de l'État a fait par exemple qu'on ait perdu un acteur aussi essentiel que le DDAC, le directeur départemental de l'agriculture, qui avait une capacité de réagir importante quand il y avait des dossiers difficiles. Et puis on a le dossier du tourisme. Moi je considère l'aéroport de Bergerac, excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier, 300 000 passagers qui arrivent chaque année. Notre problème c'est de faire en sorte de les garder sur notre territoire. Donc moi j'arrête pas de me lamenter, je passe pas mon temps à me lamenter et à dire c'est parce que l'État nous donne pas assez d'argent. La vraie solution c'est de nous prendre en main, de nous prendre en charge, d'assumer nos responsabilités et de tout faire pour développer ce territoire. Je vous signale que l'aéroport c'est quand on est un socio-professionnel, c'est ça qu'on fait. C'est la société civile qui met en place. Je ne vous ai pas entendu sur la liaison ferroviaire Bergerac-Bordeaux avec l'arrivée de la LGV. L'aéroport, c'est la société civile qui est bien passée, c'est pas vous. Bien sûr. Et moi, j'étais un des premiers à financer avec le CIVRB l'aéroport et le marketing low cost. Bien sûr. Madame pardon. Excellent. Pourtant, patrie comme la patrie, ça ne s'oublie pas. C'est pas grave. Alors, la question portait sur quel dispositif légal pour créer de l'emploi. Là, on est venu sur les problématiques locales, alors vous permettrez que je développe en deux parties rapidement. Sur le plan national, si je suis élu député le 17 juin prochain, je me battrai au sein du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, pour que les propositions, les engagements de François Hollande puissent être mis en œuvre en cette matière. On a parlé des PME. Et en effet, les artisans, les PME, comme je le disais en commençant, c'est le principal gisement d'emploi. Vous savez très bien le slogan de l'artisanat, les artisans, le plus grand employeur de France. Donc, faire la réforme fiscale des PME, comme je le disais, de façon à leur donner de l'oxygène, de façon à ce qu'elles puissent embaucher. Mais les PME, comme d'ailleurs les collectivités publiques, les communes, les communautés de communes, ne parviennent plus de nos jours à financer leurs investissements, à trouver des concours bancaires pour se développer. Donc nous allons créer une banque publique d'investissement appuyée sur les territoires, dont le projet est totalement fixé par fusion d'une branche de la Caisse des dépôts et consignations, d'Oseo, et d'une branche du Crédit Mutuel. Et cette banque publique d'investissement va être dédiée au soutien des PME qui veulent investir et se développer sur notre territoire et créer des emplois non délocalisables. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des cadeaux aux entreprises, on va soutenir les petites et moyennes entreprises, les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles aussi, qui veulent investir et se développer dans le Bergeracois et créer des emplois dans le Bergeracois. Ça, c'est une solution. Il faut un encadrement législatif. Et si je suis élu le 17 juin, je voterai cette loi avec mes amis de la majorité présidentielle. Il y a une proposition également qui me semble très intéressante à mettre en œuvre, c'est les contrats de génération. Donc permettez que je reprécise pour nos auditeurs qui n'auraient pas bien suivi, qu'est-ce que c'est que les contrats de génération? Les contrats de génération, c'est l'idée que dans une entreprise, on maintient en activité un salarié en fin de carrière, moyennant une exonération fiscale pour l'entreprise. Et en contrepartie, l'entreprise embauche un jeune en fin de formation ou en cours de formation, moyennant également une exonération fiscale et, ce qui est important, en contrat à durée indéterminée. Alors, ça crée de l'emploi. C'est intéressant pour les entreprises sur le plan fiscal et en plus, parce que moi je mets, je dirais, l'humain au cœur de mon action politique, c'est très intéressant parce que le salarié en fin de carrière va transmettre son expérience, va transmettre le savoir-faire de toute une vie, de toute une carrière. Et ça, moi, ça me semble quelque chose de très nécessaire dans une société
dans laquelle vous reconnaîtrez qu'on est plus penché vers l'individualisme que vers l'humanisme. Ça, c'était deux propositions possibles au plan national. Ici, parce que j'ai entendu parler de l'ESCAT, j'ai entendu parler de la SNPE. Moi, je dis, sur 5 ans, si je suis élu député, c'est 2000 emplois créés ou préservés. Maintenir les emplois existants, se battre pour que la CRS 17 reste à Bergerac, se battre pour l'ESCAT, parce que l'ESCAT, ce n'est pas la fin. Le gouvernement précédent avait fait des choix de délocalisation des équipements de l'ESCAT. François Hollande s'est engagé, lorsque Jérôme Cahuzac est venu à Bergerac, je lui ai personnellement posé la question, il s'est engagé à un moratoire sur l'ESCAT. C'est-à-dire qu'on va geler la situation de l'ESCAT et on va réexaminer objectivement cette situation. Enfin, la SNPE. La SNPE, le fleuron de notre industrie locale. 20 000 salariés au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, alors j'entends dire qu'il y a eu une mission de revitalisation. Je le sais, pilotée de Paris, dont le véritable objectif n'a pas véritablement été de chercher des partenaires, puisque tous les négociations, y compris les négociations avec l'étranger, ont échoué. Eh bien, moi je dis, François Hollande s'est engagé à mettre en œuvre une nouvelle politique industrielle pour la France. La France n'a plus de politique industrielle depuis 30 ans. Eh bien moi je dis banco, nouvelle stratégie industrielle nationale. Eh bien si je suis élu député, eh bien j'irai en effet porter le dossier de la SNPE et dire que parmi les priorités de cette nouvelle stratégie industrielle, il y aura la SNPE. Et pour finir, c'est quoi très concrètement? Eh bien 2 choses. On nous parle d'un nouveau carburant, d'un nouvel additif vert au carburant diesel, c'est le NEH. C'est 50 emplois. C'est pas la gloire, mais c'est pas mal dans une région qui se désindustrialise. Sauf que la SNPE se demande si on met le NEH à Bergerac, dans le Vaucluse ou dans le sud-est asiatique. Eh bien moi je me battrai, ou aux États-Unis. Eh bien la décision, elle n'est pas prise ici à Bergerac, la décision elle sera prise au plan national. Eh bien moi j'irai porter ce dossier au plan national et je dirai le NEH, c'est pas à Sorgues, c'est pas aux États-Unis, c'est à Bergerac. Et avec Serge Fourcault, mon suppléant, nous avons commencé à envisager ce que pourrait être la SNPE, le bébé SNPE que nous allons porter à ce ministère de la relance productive. Et bien sur Bergerac, il y a, vous savez, une filière dans laquelle nous avons des antécédents, du savoir-faire, c'est la chimie fine, la chimie verte. Eh bien faisons de la SNPE un pôle d'excellence en matière de chimie verte. Les demandes des industriels sont nombreuses. Il y a de la parapharmacie qui viendrait s'installer. Il y a des industriels en cosmétique qui peuvent venir s'installer. Et pour finir, les producteurs agricoles ne demandent qu'à diversifier leur production et à produire des végétaux. Voilà les propositions pour l'emploi. Merci Madame Patry. On était dans un tunnel. Monsieur Mortemousque, quelques mesures pour redresser une situation qui s'est considérablement dégradée. Oui, écoutez, moi, j'entends Daniel Garry qui dit qu'effectivement il faut une équité de parole, je partage ce point de vue avec lui. Donc je vais essayer de montrer l'exemple. Donc sur le fond, la situation des Bergeracois, je la qualifierais de sinistrée de façon localisée. Ça a été dit par nous tous, cette affaire autour de la SNPE, c'est une plaie que l'on porte, dans laquelle on considère qu'il faut qu'on trouve des remèdes de substitution qui puissent bien. Sur le reste, on ne peut pas parler de sinistre parce que quelque part le Bergeracois n'échappe pas comme la France, comme beaucoup d'autres régions en difficulté, mais il y a quand même des fleurons. Et notamment, quand je prends le secteur viticole, qui certes souffre, moi je suis fier de mes vignerons. Les vignerons, en l'espace de 20-30 ans, ils ont sacrément amélioré leur vignoble, ils ont monté des jouychets, ils font des produits de grande qualité, et dans beaucoup de chefs d'entreprise du Bergeracois, c'est pareil, sur l'agriculture en général aussi, que ce soit le foie, que ce soit toutes les activités qu'il peut y avoir. Donc, je pense que parmi les choses premières à faire, et je suis assez arc-bouté là-dessus, c'est dans le programme de l'UMP, ma chère maîtresse Patry, je ne fais pas de fixation sur elle, mais bon, vous voyez, c'est bien normal, puisqu'elle a pris la fixation sur le PS, moi j'en fais ça. Mais je crois que c'est important que chacun voit les choses telles qu'elles sont, c'est sur le problème relatif au coût du travail. Je suis très attaché à ce problème du coût du travail, et je dis, en pesant mes mots, que la Dordogne est encore plus frappée que d'autres secteurs. Et notamment par rapport à l'agriculture. Je vais vous expliquer l'agriculture en Dordogne, c'est une agriculture de polyculture à l'origine, basée beaucoup sur la main-d'œuvre. Et bien le fait que cette main-d'œuvre n'ait pas pu être corrigée, comme c'est dans certains autres pays, notamment l'Allemagne, eh bien ça s'est traduit par le fait d'avoir fait sombrer carrément des filières. La filière fraisicole
quand j'étais président de la Chambre d'agriculture, c'était la première filière de France. Elle s'est carrément anéantie pratiquement à cause du coût de travail. Donc le premier axe, c'est de jouer sur le coût de travail. Ensuite, sur le secteur, pour décliner par rapport au bergeracois, notamment sur le SNPE, il y a un plan de revitalisation qui est établi. Moi, je veux quand même souligner que c'est bien ce qui a été fait avec les collectivités locales. Que les intercommunalités et la nouvelle communauté d'agglomération qui va démarrer au 1er janvier 2013 ait pris ce dossier sous son bras, c'est bien. Qu'elle nous l'ait fait appuyer à nous, non mais c'est pas elle à l'origine, mais elle a quand même accepté de le tamponner, elle a accepté de le soutenir. Non mais c'est pas à la mesure d'une communauté d'agglomération. Non mais attendez. Que le département ait accepté aussi d'appuyer, c'est très important. La région a aussi un œil très attentif là-dessus. Et effectivement, la relation se passera entre le niveau national et le niveau local. Mais moi, la différence, ce que j'ai entendu à l'instant, c'est que je n'ai jamais rien fait seul dans ma vie. Et il est clair que si je suis député le 18 au matin, toutes mes actions porteront sur un partenariat, sur une union, sur un côté fédératif. J'ai toujours avancé dans le fédéral les gens. Si on y va seul quelque part, on ne fait rien, même avec ses propres amis. Alors je veux dire, quelque part, c'est pas en disant je vais aller directement au ministère parce que je suis bien placé, j'ai une bonne relation. Non, c'est en allant avec tous les partenaires qu'on peut avancer. Et je terminerai mes propos sur l'économie, où il y a un sujet qui me tient très à cœur, et je vais en profiter pour saluer tous ceux qui ont travaillé notamment à l'aéroport, y compris Daniel Garrigue, à une époque où il était beaucoup plus impliqué qu'il est maintenant, notamment en tant que maire de Bergerac. C'est une belle réussite cette affaire d'aéroport. Et cet aéroport aujourd'hui qui est bien classé doit nous permettre d'envisager d'avoir une extension de l'activité touristique dans le Périgord pourpre, dans le pays de Serrano, extrêmement forte. Et je voulais souligner qu'à l'heure où je vous parle, entre le Sarladé, qui est une activité touristique qui est grosso modo 40 semaines par an, et dans le Bergeracois, grosso modo 20 semaines par an, c'est notre portée de passer de 20 à 40 semaines si on travaille en union les uns les autres. Et ça apportera la prospérité aux chais, ça apportera la prospérité aux restaurants, ça apportera la prospérité aux hôtels, ça apportera la prospérité à tous les partenaires, à tous ceux qui vendent et qui construisent des maisons, parce qu'il y aura de l'extension économique. Et le Bergeracois peut passer de 20 à 40 semaines si tout le monde se donne la main. En tant que député, je serai l'homme pour aider à faire ça. Monsieur Garrigue, vous avez... Moi, sur le dossier SNPE, je voudrais quand même faire rapidement trois remarques. D'abord, sur l'aspect, ce qui est le cœur de métier, c'est quand même les munitions. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que l'activité munitions, elle est toujours présente sur le site, que je suis personnellement en permanence ce dossier, et qu'on a un outil performant à Bergerac, et que c'est quand même aussi une chance très importante. Et que ce qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, c'est les risques de restructuration de l'industrie européenne d'armement, et que c'est là qu'un jour, il y aura sans doute effectivement à se battre très attentivement sur ce dossier. Mais ce que je veux dire, l'outil, il est quand même là, et le cœur de métier, il est toujours là. Et puis il y a les deux filiales, Manico et Durlin, qui sont quand même pas non plus en perdition. Bon, deuxième remarque que je voudrais faire sur le dossier NEH. J'ai rencontré le président de la SNPE là-dessus et j'ai demandé à avoir ses explications. Elles ne m'ont pas convaincu et j'ai saisi le ministre de la Défense de ce dossier parce que précisément, et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'était même pas au courant. Ce que je trouve quand même assez extraordinaire s'agissant d'une entreprise publique, et j'espère que ce dossier sera mieux suivi à l'avenir qu'il l'a été jusqu'à présent, parce qu'il est quand même choquant qu'une entreprise publique envisage d'aller se délocaliser à l'extérieur sur un produit qui est une de ses propres réussites. Parce que bientôt on ira acheter le NEH en plus aux États-Unis si ça continue. Et puis enfin, troisième remarque que je voudrais faire sur la revitalisation du site, moi je regrette la lenteur avec laquelle les choses se font en ce qui concerne le rachat des terrains, en ce qui concerne la viabilisation des terrains, alors qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont en attente et qui sont prêtes à venir sur ce site. Monsieur Delpont, un dernier mot? Oui, un dernier mot. En dehors des entreprises d'État ou des grandes industries, je voudrais parler des PME, effectivement, parce que je suis dirigeant d'une PME de 35 personnes qui marche bien, qui exporte du vin. Et là-dessus, il y a un tissu social qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Sur ce sujet, je suis très favorable au capitalisme coopératif. Et je voudrais que justement, cette année, l'ONU a décrété année des coopératives, et je pense qu'il y a des leçons à prendre. L'agriculture travaille quasiment à 50% avec les coopératives agroalimentaires, ça fonctionne bien, et on a des sujets de développement en matière de coopératives, et également en matière de SCOT, c'est-à-dire les SCOT, les propriétaires d'employés et de salariés. Je pense qu'il faut revoir un peu la question. Le fait d'impliquer les salariés dans les coopératives, ça change la motivation
des équipes. Dans ma propre société, le personnel est intéressé, le personnel a une épargne salariale, et bien je peux vous dire que l'état d'esprit est différent. Et c'est là une des formules demain pour encourager l'économie des PME et des TPE. Et en l'occurrence, j'irai même plus loin, que les salariés participent au conseil d'administration des entreprises, au-delà d'un certain seuil, peut-être au-delà de 20 employés, parce que pour les TPE peut-être pas, mais pour les entreprises qui ont de véritables conseils d'administration, je pense que les employés, les salariés doivent être partie prenante du conseil d'administration et également bénéficier d'une partie des résultats des entreprises, parce qu'actuellement tout va aux actionnaires, il faut qu'une partie, un quart peut-être des bénéfices, soit distribué aux salariés. Monsieur Delpont, je vous remercie. Bon, alors nous allons aborder, parce que nous avons pris beaucoup de retard, vous n'avez peut-être pas eu l'impression de parler beaucoup, mais en fait nous avons largement dépassé le temps que nous avions prévu. J'aimerais que nous abordions ce thème-là sur la question de la laïcité. Vous savez à quel point le début de la campagne présidentielle a été marqué pendant des semaines et des semaines sur des débats qui ont tourné autour de la viande halal, etc. Bref, il y a le problème de la burqa, il y a eu quantité de trucs qui ont surgi dans le débat que peut-être d'ailleurs personne ne demandait et qui ont alimenté les conversations et qui vont probablement continuer à les alimenter. Bien. Donc, nous aimerions savoir de manière assez simple et peut-être plus détaillée, il y a aussi le problème du concordat qui est posé, il y a les problèmes des cimetières, il y a quantité de problèmes qui sont liés à tout ça. Est-ce que oui ou non, il faut toucher à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État? Bref, qu'il faut modifier la loi sur la laïcité telle que la France l'applique à l'heure actuelle. Voilà. Monsieur Delpont, vous voulez prendre la parole en premier? Oui, tout à fait. Allez-y. Sur la laïcité, je pense qu'il ne faut pas modifier la loi. Elle est bien comme ça. Au contraire, comme l'a dit François Hollande, la faire rentrer dans la Constitution. Et pour toute la France, sans exonérer l'Alsace et la Lorraine, comme ça a été dit et fait dans le programme. Je pense que là-dessus, l'Alsace et la Lorraine n'a pas à être à part. Je crois que c'est toute la France qui doit avoir bénéficié de la loi sur la laïcité. Et donc, ce qui implique ensuite tout un tas de sujets sur les financements des écoles, sur l'école publique, sur l'enseignement, sur la formation des enseignants. Il est inadmissible qu'on ait arrêté la formation des enseignants, il faut y revenir. Il faut simplement redonner l'autorité aux enseignants, redonner du pouvoir aux enseignants. Et d'ailleurs, j'ai dit, sous forme aussi de boutade dans mon programme, pourquoi ne pas revenir au port de l'uniforme à l'école? Parce que bientôt, on confond les enseignants et les élèves dans une école, et ça devient même quelque part inquiétant quand on sait que des enfants dans le bus scolaire partent de chez eux en tenue classique et se changent dans le bus pour avoir des tenues un peu plus sophistiquées. On peut se poser des questions sur ce sujet de l'autorité des enseignants. Il faut véritablement leur donner du pouvoir. C'est comme ça qu'on reconnaît les enseignants, ceux qui sont les plus mal sapés. Monsieur Garrigue. Écoutez, moi je suis bien sûr très attaché au principe de laïcité, qui est un des principes républicains essentiels, et à la loi de 1905, qui est à la fois la séparation des églises et de l'État et la liberté des cultes. Et je pense qu'avec ce principe et l'outil que représente la loi de 1905, on a la capacité de résoudre tous les problèmes liés aux problèmes religieux. Et je pense qu'il faut du dialogue, ça permet du dialogue et non pas de la stigmatisation, et ça permet aussi de la fermeté quand on est confronté au problème des communautarismes. Mais ce que je voudrais souligner là-dessus, c'est que sur cette loi et sur ce principe, ce n'est pas uniquement les autorités nationales qui sont concernées. Je dirais que c'est tous les acteurs, les élus à tous les niveaux. Je dirais, c'est nous tous qui sommes, je dirais, quelque part gardiens du respect de ce principe et de ce texte, et qu'il faut que chaque fois qu'il y a un problème, nous ayons la volonté de faire respecter la laïcité et la loi de 1905. Alors on pose le problème d'ajustement, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'injustices de fait. C'est vrai que quand les édifices du culte sont portés par des collectivités publiques, évidemment, c'est plus facile pour certaines religions ou certains cultes que quand elles ne le sont pas. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans la réalité, ces problèmes-là, ils arrivent quand même à trouver des solutions. Et je dirais que la vraie difficulté, je pense notamment
à l'islam, parce que aujourd'hui la religion pour laquelle il y a le problème je dirais de cohabitation avec la République, puisqu'on a quand même aujourd'hui 4 ou 5 millions de Français de religion musulmane, et c'est vrai qu'il y a forcément un certain nombre de problèmes d'ajustement. Je dirais que moi ce que je souhaite, et c'est le problème essentiel pour moi, c'est qu'on ait davantage de religieux, de porte-parole religieux sur le terrain, et notamment ici à Bergerac, parce qu'on a un petit peu de difficulté aujourd'hui à rencontrer des imams et à dialoguer avec eux. Et je pense que c'est plutôt là qu'il est important qu'on trouve rapidement des interlocuteurs. Madame Patry, s'il vous plaît. Rapidement, parce que j'ai un petit peu dépassé mon temps de parole, mais j'ai beaucoup de choses à dire et à proposer, j'en suis désolée. Simplement, je voudrais d'abord me féliciter qu'autour de cette table, tout le monde souhaite défendre et soutenir notre aéroport, ce qui est le poumon économique de cette circonscription. Et il n'y a pas de candidats. Non, et alors je me félicite qu'autour de cette table, ça soit le cas. Parce que j'ai cru comprendre, et j'en suis certaine, que la candidate Europe Écologie Les Verts souhaite la fermeture de l'aéroport de Bergerac, ou en tout cas la réintégration dans une stratégie régionale, c'est-à-dire le déménagement de l'aéroport sur la plateforme de Mérignac. Sur la laïcité, peut-être que je suis du coup la seule autour de cette table à pouvoir vous chanter l'hymne à l'école laïque. Je vous le ferai hors chant tout à l'heure. Vous verrez, c'est très intéressant. Moi, j'ai été élevée à l'école laïque et tous les matins, on chantait l'hymne à l'école laïque. Alors, je suis évidemment très favorable au respect du principe de la laïcité, et je soutiendrai la proposition de François Hollande de constitutionnaliser le principe de la laïcité. Ça me semble quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce principe qui nous permet le vivre ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, de laisser notre religion à la maison, dans l'église, dans la mosquée, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons dans les services publics, lorsque nous vivons ensemble, quelles que soient nos origines. Et là, c'est la loi. Écoutez, vous allez rompre cette unité. Très vite sur la laïcité, je crois qu'on est tous d'un commun accord sur le fait de ces grands principes qui sont nos valeurs républicaines, que je voudrais d'ailleurs rappeler, liberté, égalité, fraternité. Moi, sans arrêt, quand je vois des choses s'échauffer un peu, je leur rappelle ça. C'est le bon sens, mais qu'est-ce que faire le bon sens, c'est important. Liberté, on tient notre liberté de penser, mais je souligne qu'en France, on a la liberté d'expression. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais donc on peut dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui. C'est une réalité. Liberté, égalité, ça malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Chacun a sa place et sait faire ce qu'il peut faire. Et fraternité, c'est très important parce qu'il y a plein de choses qui se règlent si les gens acceptent de se calmer et de s'entendre les uns les autres, de s'écouter. Donc c'est des principes, moi, qui sont extrêmement forts dans ma vie quotidienne. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi des choses toutes simples, c'est de reprendre un peu quelques trucs. Moi, ça me choque quand je vois des enfants qui disent pas bonjour à l'ancien, bonjour, au revoir, des choses toutes simples. Oh, à un moment, je travaille sérieux, je dis bonjour, j'essaie de passer, et je trouve qu'il faut ici, dans ce principe républicain, ces valeurs laïques, tout simplement, il n'y a pas de grosses inventions à faire, mais de leur incarner. Et c'est vrai que la société, à ce jour, on est obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas besoin de reprendre des bouquins, il y a besoin de le pratiquer. Et on ne pourra le pratiquer que si on le fait de façon collective. On reproche aux enseignants de ne pas le faire assez, mais les enseignants ne peuvent le faire que s'il y a l'environnement autour, c'est-à-dire les parents, les élus, tout le monde la main dans la main, les présidents d'associations qui travaillent. Les fondamentaux. Bien, ben écoutez, il nous reste pile un petit quart d'heure, donc on va aborder les conclusions. Bon, puisqu'on va arriver aux conclusions, moi vous avez 3 minutes chacun, c'est quand même un temps raisonnable. Moi, là on arrive en fin d'émission, et il y a des propos qui, bon, il y a eu par rapport aux questions dans l'ensemble, on a eu des réponses qui étaient claires. Par contre, je voudrais demander, faire remarquer à Madame Patry que le contrat de génération, c'est bon, peut-être pas sympathique de ma part, lors du débat au sein du Parti Socialiste pour les primaires, était sérieusement remis en cause par la secrétaire de l'ancien parti auquel vous apparteniez, Madame Aubry, vous devez vous en souvenir. Ça n'était pas ma candidate aux primaires. Non, mais peu importe, vous étiez au Parti Socialiste. Et ensuite, pour ce qui concerne Monsieur Mortemousse, que vous avez parlé de fraternité, ça renvoie un peu à ce que Jean-Louis Bossavy vous a posé comme question, à savoir, est-ce que vous pensez que le discours de M. Sarkozy pendant cette campagne électorale était fraternel ?
Bien, alors on passe à ces... Monsieur Delpont, numéro 1 en tout cas sur le tirage au sort. Bien élevé. Vous avez donc 3 minutes pour intervenir sur le sujet de votre choix. Bien, écoutez, en conclusion, je dirais que je suis le candidat de la société civile, hors de tout parti. Si je suis député de la Dordogne, je serai un citoyen normal de la société civile. Je voterai les lois en toute liberté de conscience, indépendant de tout parti politique. Je rassemblerai tous les citoyens de Bergeracois, quelles que soient leurs opinions. Je serai pionnier du développement productif pour redynamiser l'emploi en Bergeracois. Je conduirai une politique de croissance avec pragmatisme et efficacité, avec l'appui du collectif Roosevelt 2012. Je m'impliquerai, de par mon expérience, dans la politique agricole et viticole. Je serai assidu à l'Assemblée nationale, car je ne cumulerai pas les mandats, ce sera mon seul mandat et j'arrêterai de travailler, j'arrêterai ma profession, c'est déjà très clair. Et je serai sur le terrain de ce fait, plus proche de mes concitoyens, pour être à leur écoute. Et pour dire par rapport aux différents candidats, nous sommes nombreux, je serai le mieux placé pour rassembler et l'emporter au second tour du fait de mon profil pragmatique et libre de tout courant partisan. Merci. Écoutez, moi je voudrais dire que si je suis engagé dans la vie publique, c'est pour deux raisons. D'abord parce que j'ai des convictions qui sont celles du gaullisme, des idées et des valeurs du gaullisme. Et je dirais que quand je vois la situation de crise profonde dans laquelle notre pays est aujourd'hui, les déficits, le chômage, et puis le fait qu'au premier tour des élections présidentielles, un tiers des électeurs ont voté pour des candidats extrêmes, ce qui est le signe d'un désespoir et d'une perte des repères graves. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut d'abord tout faire pour sortir le pays de cette situation. Et je dis que si je suis député demain, à l'égard du président de la République et de son équipe, je ne serai pas dans la complaisance, puisque je n'appartiens pas à leur famille politique, mais je ne serai pas non plus dans une opposition de principe, dans une opposition systématique et politicienne, parce que je considère que la première des priorités, c'est de sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et puis la seconde raison pour laquelle je me suis engagé, c'est l'attachement profond que j'ai pour le Bergeracois. Moi, je suis persuadé d'abord que ce territoire a des potentialités considérables. Et moi, je n'ai pas la vision désespérante qu'ont trop de responsables, malheureusement. Je crois qu'on a un potentiel industriel qu'il faut aider. Il y a des projets, il faut les aider à se réaliser. Il y a un potentiel agricole et viticole, il y a un potentiel touristique, on les a longuement évoqués. Et puis, il y a aussi la vie des territoires. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on nous sommes sur des territoires, une ville moyenne et des territoires ruraux où la population augmente, où toutes les générations sont représentées, où il y a énormément d'attentes. C'est ce que j'appelle le nouveau monde rural. C'est un phénomène qui a été peu analysé et peu pris en compte jusqu'à présent. Et moi, je crois qu'il faut vraiment trouver les réponses attendues en termes de services publics, le problème de la désertification médicale, le problème de la garde des jeunes enfants, le problème de la dépendance des retraites agricoles. Donc je veux dire, il faut que ce problème du nouveau monde rural, nous soyons capables à l'avenir de l'assumer, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Merci Monsieur Garrigue, il vous restait encore 30 secondes, vous ne dépensez pas le temps qui vous est donné. Oui, mais je crois que l'essentiel, on va faire les débats. c'est dire l'essentiel. Madame Patry, à vous pour 3 minutes. Eh bien, moi je suis une femme engagée, une femme debout, une femme engagée. Je suis également pour le mandat unique des parlementaires. Je suis magistrat, je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant très grands. Je suis une militante syndicale et une militante associative au sein de la Fédération des parents d'élèves pour le collège de Beaumont. Mes enfants ont fait leurs études, une partie, ou au lycée Maine de Biran. Je milite au sein de l'association Périgord Rail Plus pour le désenclavement Périgord, à la Société d'histoire du protestantisme de la vallée de la Dordogne. Je suis engagée dans la société civile
Si nous sommes élus le 17 juin prochain, Serge Fourcault et moi-même, eh bien, nous sommes là pour donner une majorité à François Hollande. Parce que les Français ont souhaité que François Hollande arrive à la tête de notre République et maintenant, il faut lui donner les moyens de gouverner. Une majorité stable et cohérente. Nous siégerons au sein du groupe socialiste et radical. Alors, on me dit parfois que la situation à gauche, ici, en Bergeracois, est un petit peu compliquée. Alors moi, je vais vous dire les choses très simplement. Il y a le candidat NPA que je respecte, la candidate Hello que je respecte. Et puis il y a le candidat communiste, membre du Front de gauche. Eh bien moi je dis, tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles, ils ont leur candidat naturel. C'est le candidat communiste, membre du Front de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il marquerait le gouvernement à la culotte. Peut-être que nos amis joueront un peu le rapport de force. C'est leur droit. Moi je ne suis pas dans cette catégorie-là, je voterai 100% des propositions de François Hollande. Et puis il y a ceux et celles qui ont voté Eva Joly au premier tour des présidentielles. Ils ont leur candidate naturelle, c'est Madame Alain, elle veut la fermeture de l'aéroport, elle est contre la vente de nos vins à l'export, c'est son droit. Les 2,5% qui ont voté Eva Joly se reconnaîtront en elle. Et puis il y a les 29% qui ont voté François Hollande au premier tour. Eh bien ceux-là, ils veulent une véritable majorité stable pour François. Ils ont leur candidat naturel, c'est Béatrice Patry et Serge Fourcault. Il faudra au deuxième tour que nous allions plus loin, que nous convainquions les humanistes et tous ceux qui veulent peut-être envoyer Monsieur Garrigue, que je respecte infiniment, dans ses foyers, après déjà 3 mandats. Voilà, je le dis de façon très amicale, et tourner une autre page pour le Bergeracois. Alors voilà, le 10 juin prochain, ne vous trompez pas, à gauche votez utile, votez Béatrice Patry et Serge Fourcault. Monsieur Mortemousque, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Bien, écoutez, moi je voudrais d'abord me présenter de façon plus approfondie. Je suis quelqu'un qui suis né dans le Bergeracois. J'ai fait mes études agricoles dans le territoire. J'ai été exploitant agricole très jeune, à l'âge de 17 ans, la majorité était à 21 ans, donc j'avais eu à la fois une émancipation plus une dérogation des juges tutelle pour lancer mon entreprise agricole, et j'ai toujours travaillé en équipe. Je ne sais pas travailler autrement qu'en équipe. Et quelque part, j'ai réussi à avoir un certain nombre de responsabilités, je suis autodidacte et j'ai appris comme ça. Je précise aussi, vous évoquez tout à l'heure mon passé, 35 ans en arrière, ça fait 35 ans que je suis élu municipal et j'ai toujours été élu 6 fois, c'est la 6e fois, 6 fois au premier tour. Donc 4 fois avec des concurrents. La première fois, je me suis présenté à une petite commune, nous étions 3 en plus de la liste. Les 3 jeunes ont été élus, c'est ainsi. Donc vous savez, c'est la confiance. J'entendais M. Garrigue disait l'électeur c'est qui décide, il a raison. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est les gens qui voient un peu ce qui peut être fait en tant que tel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pour avancer, de fédérer les gens. Partout où je suis passé, je l'ai fait. Je l'ai fait dans l'organisation agricole, dans mon territoire. Je suis content de voir que malgré la crise, je rejoins là aussi des propos qui ont été tenus, il ne faut pas tout rendre négatif, il y a des investissements qui sont faits. Nous, il se fait des investissements énormes sur le territoire des Pays-Beaumontois et le monde agricole. Le monde agricole a quand même foi en l'avenir. Et quelque part, ce qui est important, c'est qu'on consolide le travail qui est engagé. Vous savez, j'ai 2 fils, un de 38 ans, l'autre de 40 ans, ils travaillent tous les 2 sur le Bergeracois. Un est dans l'agriculture, il gère l'entreprise dans laquelle je suis maintenant associé, ou avant j'étais le patron, c'est lui maintenant le patron, à 38 ans. Et puis j'ai un autre fils qui est sur le Bergeracois, qui est un commerçant. Et je veux dire, je lis dans leur visage, dans leur vie quotidienne, tous ces gens qui ont entre 30 et 35 ans, qu'ils ont besoin d'être soutenus, qu'ils ont besoin d'avoir confiance, qu'ils ont besoin qu'on leur donne de l'espoir. Et un parlementaire, il est là pour ça. Donc ça sera ma posture, pour ça je l'ai fait à la Chambre d'agriculture, je l'ai fait dans toutes les organisations dans lesquelles j'étais appelé à m'impliquer. J'ai siégé pendant 6 ans en tant que sénateur dans le département, pour l'intérêt d'une certaine entreprise. La plus grosse entreprise, c'était Condal-Lardin, et quelque part, il m'avait demandé de faire un aménagement de la loi pour faire en sorte qu'il y ait la cogénération électrique pour que leur entreprise soit sauvée. Je l'ai fait, ça a avancé. Et donc, par rapport au niveau national, je considère qu'il est nécessaire d'appartenir à un groupe. Je suis dans le groupe UMP, j'y étais, j'espère y revenir à partir du 18. Et dans ces conditions, ça permet de travailler au quotidien sur l'ensemble des problèmes qui concernent le territoire. Mais le Bergeracois, j'ai entendu tout à l'heure qu'il était évoqué le fait que cet aéroport était quelque chose d'extrêmement important, j'en suis intimement convaincu, mais le fruit de tout ce potentiel bergeracois ne pourra avancer que si on est unis. L'union fait la force, fédérer ça fait la force. Si on y va seul, on ne fait rien. Et moi, toute ma vie, j'ai travaillé comme ça. Alors je ne vais pas changer, c'est pas son temps qu'on va changer. Il y a 30 ans que je travaille comme ça, j'ai l'intention de faire 5 ans de plus, 50 députés de la sorte. Donc si vous voulez voter utile à droite, votez Dominique Mortemousque.
Merci Monsieur Mortemous, que vous avez visiblement avalé un chronomètre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, mesdames, messieurs. Tombé pile. J'ai repris les 30 secondes Daniel Grey, c'est ça? Non, c'est quoi? Non, c'était pile. Ce qui s'énonce clairement se dit clairement. Bien, mesdames, messieurs, merci de nous avoir accompagnés pour ce premier débat. Et nous revenons donc à 16h pour le deuxième plateau de ce débat sur les élections législatives dans la deuxième circonscription de la Dordogne. Merci. Merci, monsieur Bossavi.